Et on poursuit sur cette décision du Canada annoncée mercredi de ne pas envoyer de représentants diplomatiques aux Jeux olympiques de Pékin. Le chef conservateur Erin O'Toole était un de ceux qui faisait pression sur le gouvernement Trudeau pour qu'il aille de l'avant avec ce boycott. J'ai interviewé M. O'Toole mardi, donc à la veille de cette décision. On vous présente ce soir cette entrevue dans laquelle on fait le point sur plusieurs dossiers, à commencer par celui de la relation du Canada avec la Chine. Nos relations sont un désastre maintenant entre la Chine et le Canada et on doit avoir une approche ciblée sur nos valeurs comme les droits humains, la situation diplomatique à travers le monde. Et les Jeux olympiques sont un jeu pour tous les pays et on doit utiliser les Jeux comme un exemple de nos valeurs. Mais il y a 5 ans, j'ai proposé une introduction sur Huawei dans notre système 5G. Tous nos alliés ont déjà eu une interdiction pour Huawei. C'est seulement le Canada. Et comme d'habitude, M. Trudeau était lent et naïf en ce qui concerne la Chine. Bon, je veux maintenant revenir sur votre leadership et sur ce qui s'est passé à la Chambre des communes autour des thérapies de conversion, alors que vous-même, les conservateurs, vous avez présenté la semaine dernière une motion pour accélérer l'adoption du projet de loi C4 visant à interdire les thérapies de conversion. Bon, on le sait, la motion a été adoptée à l'unanimité, alors qu'on se rappelle que plus de la moitié de votre caucus avait voté contre un projet de loi semblable dans la précédente législature. Comment vous avez réussi à rallier le courant plus à droite de votre parti autour de cette question? Je suis fier de notre équipe. On a proposé une motion unanime la semaine passée. C'était un exemple de notre approche pour tous les Canadiens et Canadiennes, incluant la communauté LGBTQ. M. Trudeau a eu 3 projets de loi sur la thérapie de conversion. Et c'était le temps d'agir. Et on a fait ça. Et je suis fier de notre équipe parce qu'on a travaillé en étroite collaboration avec tous nos députés dans toutes les régions de notre pays pour la communauté LGBTQ. Je suis un allié et je suis fier de nos résultats. Oui, parce que je vous pose la question parce que plusieurs y ont vu une façon pour vous d'imposer, en fait, votre discipline au sein de vos troupes au moment où vous êtes l'objet, comme on le sait, de pression pour lancer une révision de votre leadership avant 2023, comme le prévoit la Constitution du Parti conservateur. Plusieurs y ont vu quand même une victoire personnelle pour vous autour de ce vote sur les thérapies de conversion. Quel impact ça va avoir, selon vous, sur votre leadership du Parti conservateur dans un avenir plus ou moins rapproché? Pour moi, personnellement, Esther, c'est plus important d'avoir une victoire pour une communauté minoritaire au Canada, comme la communauté LGBTQ. C'est plus important que ma carrière politique, en fait. Et c'est pourquoi je suis fier. On a travaillé avec tous nos députés et M. Trudeau, malheureusement, a utilisé cet enjeu juste avant l'élection, par exemple, de retarder le progrès pour la communauté. Et c'est pourquoi j'ai dit, après notre réunion de caucus la semaine passée, on va agir pour la communauté et on a fait ça. Oui, mais sur l'impact positif éventuellement sur votre leadership quand même? Oui, comme j'ai dit, on a besoin d'un parti conservateur moderne, ouvert, et prêt pour gouverner. Et c'était un exemple d'un parti plus progressiste, particulièrement sur les enjeux sociaux. Et c'est très important pour attirer les Canadiens, les Québécois, avec une approche progressiste sur les enjeux sociaux et prêt pour gouverner sur les enjeux économiques. Bon, vous parlez des Québécois. Je veux justement vous amener sur le terrain du Québec. À la dernière élection au mois de septembre, vous avez réussi, les conservateurs, à faire élire les mêmes 10 députés au Québec. En plus, des Gérard Deltel, il y a Alain Reyes, qui est maintenant votre lieutenant québécois. Pierre Paulus, Luc Bertholz sont des députés qui bénéficient de beaucoup de notoriété, il faut le dire. On sait aussi que le Québec va être en élection dans moins d'1 an. Quels sont vos dossiers prioritaires, plus spécifiquement pour le Québec, pour cette 44e législature au Parlement canadien? Et Dominique Vien, notre nouvelle députée à Lévis. Je suis fier de nos députés extraordinaires au Québec.
Et nous sommes en train d'attirer plusieurs des Québécois avant la prochaine élection parce que nous sommes le seul parti ici pour l'économie, ici pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, contre l'inflation, pour les régions, mais aussi pour la grande région de Montréal aussi. Et j'ai fait une tournée pour la Coupe Vanier à Québec et pour les réunions avec les entreprises à Montréal. Et nous sommes en train de connecter, bien connecter avec les Québécois. Ça m'amène à vous parler de la question du contrôle des armes à feu. Alors qu'on a commémoré cette semaine les 32 ans de la tragédie de Polytechnique, il y a eu 18 féminicides au Québec, Monsieur O'Toole, depuis le début de l'année. Il se passe pratiquement pas une semaine sans qu'il y ait une fusillade à Montréal. Les pressions sont de plus en plus nombreuses pour resserrer le contrôle des armes à feu au Québec. On se rappelle que pendant la campagne électorale, vous avez eu une position, vous, plutôt ambiguë sur le programme de rachat des armes d'assaut que propose le gouvernement Trudeau. Quelle est la position du Parti conservateur sur le contrôle des armes à feu en ce début de session parlementaire? Oui, on doit travailler avec tous les paliers du gouvernement, les municipalités, incluant la mairesse Plante à Montréal, avec le gouvernement de M. Legault. Et c'est très important de régler la frontière et de travailler avec les policiers contre les gangs de rue. On a vu le triste cas de Thomas Trudel à Montréal il y a 2 semaines. Et on doit travailler avec les policiers et contre la violence conjugale aussi, parce qu'on a vu une augmentation grave pendant la pandémie et tous les partis doivent travailler sur ça, particulièrement juste après l'anniversaire de Polytechnique. Et Dominique vient et donner un discours hier sur ça dans la Chambre des communes. Et nous sommes ici de travailler avec les autres partis contre la violence conjugale. Oui. Le temps file. Je veux vous entendre sur l'inflation parce que, bon, l'augmentation du coût de la vie, c'est visiblement un champ de bataille des conservateurs depuis le début de la session parlementaire. Plusieurs de vos interventions aux communes portent sur l'inflation lors de la période des questions. C'était pas un enjeu pour les conservateurs pendant la campagne électorale. Pourquoi l'inflation est devenue une priorité pour vous? On a parlé sur les risques d'inflation il y a 1 an. Moi, juste avant l'élection, Pierre Poilievre, notre porte-parole pour les finances, et pendant l'élection, on a parlé sur une relance économique dans chaque secteur de notre économie et particulièrement avec les programmes pour les secteurs les plus touchés par la pandémie. Et maintenant, l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre sont les enjeux économiques les plus importants au Québec et à travers le pays. Et nous sommes ciblés sur ça. Et on va avoir un débat cette semaine sur l'inflation parce que c'est un risque pour les familles, les aînés. Il y a une crise du coût de la vie maintenant au Québec et à travers le pays. Oui. Un autre enjeu qui est important pour le Québec, c'est le débat entourant la question linguistique. C'est un débat qui a refait surface au pays au cours des derniers mois. D'abord avec le projet de modernisation de la loi sur les langues officielles du côté d'Ottawa et puis du côté de Québec, comme on le sait, le projet de loi 96 sur la modernisation de la loi 101. Quelle est votre position à vous sur la question des langues officielles et plus particulièrement sur le rôle du gouvernement du Québec dans la protection du français sur son territoire? C'est un enjeu important pour moi. Je suis fier de nos 2 langues nationales. J'ai dit ça depuis les débuts de mon leadership. C'était les conservateurs qui ont eu un débat d'urgence sur le déclin du français à Montréal après les commentaires mauvais par les dirigeants libéraux. C'était les conservateurs qui ont proposé l'application de loi 101 aux entreprises à charte fédérale et on a proposé la modernisation sur les langues officielles aussi. Juste avant l'élection, Mme Joly a proposé un projet de loi, mais c'était seulement symbolique. Et après 6 ans d'inaction, c'est le temps d'agir et on va pousser sur ça dans le Parlement parce que c'est une priorité pour notre équipe.
Bon. Il nous reste quasiment plus de temps. Dans les autres dossiers maintenant, la pause au Parlement avant la période des fêtes, c'est pour bientôt, on le sait, au retour à la fin du mois de janvier. Il y aura encore évidemment la gestion de la pandémie et éventuellement aussi l'éventuel budget du gouvernement Trudeau qui va être présenté, déposé quelque part, peut-être ce printemps. Qu'est-ce que vous allez surveiller de plus près à la reprise des travaux aux communes en 2022? On va continuer de parler sur une relance économique pour toutes les familles canadiennes, toutes les familles québécoises dans chaque région de notre pays. On va parler sur notre déficit et le dette historique avec le gouvernement de M. Trudeau et aussi la pénurie de main-d'œuvre. C'est le temps pour le gouvernement fédéral de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de M. Legault, avec la formation sur les travailleurs étrangers temporaires. On doit moderniser nos programmes fédéraux d'aider le Québec avec la pénurie de main-d'œuvre. Alors, on va continuer à vous suivre, M. O'Toole. Erin O'Toole, chef de l'opposition officielle conservatrice à Ottawa. Merci de nous avoir fait du temps malgré votre horaire chargé. C'était une première rencontre. Alors, au plaisir de vous recevoir de nouveau à notre émission. Merci. Merci, Esther. Au revoir.